Bonjour à tous, donc bienvenue pour la deuxième capsule vidéo. Donc, je vais discuter un petit peu ces histoires de modèles linéaires appliqués, donc avec une courte réflexion sur l'épistémologie et qu'est-ce que c'est que de construire un modèle. Voilà. C'est une discussion un peu philosophique, mais je pense qu'elle est importante qu'on l'ait ensemble, parce que ça permettra peut-être de clarifier un certain nombre de questions qui se poseront par la suite, en tout cas, quand je parlerai par exemple de principe de parcimonie. Voilà, donc essayer de comprendre d'où il sort. Ok, j'essaie de partager mon écran. Ok. Euh, donc encore une fois, sans aucune prétention, donc on va parler un petit peu on va prendre un peu de recul en tout cas sur le cours, donc avant d'attaquer la partie mathématique, juste réfléchir un petit peu sur ce que c'est que de construire des modèles. Euh, donc je vous ai renvoyé un certain nombre de références historiques sur ce que c'est que de construire des modèles. Donc j'ai volé une citation à Eva Eklund sur ce que c'est qu'un modèle. Donc la construction d'un modèle, c'est écrire des équations mathématiques, un réseau d'équations mathématiques. Donc, quand on aura des choses un peu compliquées, donc on va juste se contenter de faire un modèle mathématique, okay, qui sera supposé décrire la réalité. D'accord. Donc, la réalité, c'est ce qu'on aura essentiellement par des données. Okay, et on va essayer de traduire ça sous la forme d'équations. Donc, je vais revenir un tout petit peu sur des exemples. Euh, les exemples classiques, je vais commencer par ça. C'est les exemples qui viennent plutôt de la physique. Donc, les lois de Kepler, les lois de Galilée. Okay. Ensuite, on arrivera sur des modèles en biologie, en écologie ou des modèles démographiques. D'accord. Donc ça, vous avez déjà vu ça quand vous voyez la loi de Gompers ou de McKeown en assurance vie. Okay. C'est des lois. Donc je reviendrai aussi sur le concept de loi, parce que c'est ça qui est derrière. Donc on a ce concept de loi euh, où on a construit des fonctions à partir de données qui ont été observées. Donc la loi de McKeown, elle vient de données qui ont pu être observées. Okay. Euh, en démographie. D'accord. On verra arriver quelque chose qui est une notion d'erreur. C'est que plus on descend, plus il y a d'erreurs. C'est que les modèles physiques que je vous présentais, ils marchent parfaitement. En plus, ils seront linéaires souvent. Ils marchent très, très bien. Quand on va commencer à travailler sur des données, on verra qu'il y a des imperfections. Et le cas un peu extrême, c'est celui que nous, on va aborder ici, c'est des modèles économétriques qu'on voit plutôt en sciences humaines, donc je mettrai l'actuariat dedans, okay, puisqu'en gros, ce qu'on essaie de modéliser, ce n'est pas des planètes qui sont soumises à des lois physiques, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains qui décident de prendre leur voiture, de conduire et qui peut-être auront un accident. Okay, c'est des gens qui vivent ou qui peuvent potentiellement mourir. Okay, donc c'est des modèles qui sont sans doute un petit peu plus compliqués, d'accord, mais fondamentalement, ça va être les rémidier. Okay, donc il y a aussi autre chose. Alors là aussi, je renvoie pour ceux qui sont intéressés par toutes ces questions, je vous renvoie à des cours de philosophie des sciences et d'épistémologie. J'aimerais bien d'ailleurs que ça aurait été bien qu'il y ait un cours peut-être d'épistémologie en actuariat, parce que dans beaucoup d'autres disciplines, dans beaucoup d'autres programmes, il y a des cours d'épistémologie. Mais un point important, c'est que c'est ce que dit Auguste Comte, on va renoncer à essayer de trouver l'origine et les causes. Okay, donc, on n'est pas vraiment là pour essayer de comprendre. Par exemple, on travaillera peut-être, si on a le temps, sur le prix des maisons. Okay, donc, j'ai des données sur lesquelles on a le prix des maisons qui ont été vendues dans certaines villes, okay, en fonction de différentes caractéristiques. Je ne veux pas forcément comprendre de manière très précise pourquoi l'année de construction est une variable aussi importante dans le prix de vente d'une maison. Okay, euh, on pourrait trouver des raisons sociologiques, des raisons d'ingénierie, peu importe. Donc on est plutôt là pour essayer de construire un modèle et de dire, oui, cette variable, elle a du sens. Elle a du sens et si jamais je l'utilise, je peux améliorer ma prévision et je peux mieux comprendre le prix des maisons si jamais j'ai l'année de construction de la maison. Voilà. Donc on est plutôt là pour on est plutôt dans une démarche descriptive que dans une recherche de construction causale. Okay, les deux peuvent être reliés, d'accord. Donc on verra arriver de plus en plus de modèles causaux. J'en parlerai un tout petit peu à la fin des slides sur les modèles de type moindre carré. Okay, donc on commencera à aborder la question de la causalité, mais en tout cas, dans un premier temps, ça va être un petit peu mis de côté. Je n'essaie pas de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, mais je veux juste pouvoir prévoir et essayer de comprendre ce qui va se passer. Donc, je vais commencer par deux modèles en physique. Okay, j'ai juste encore un petit souci de slides. Pardon, petit souci de slides. Donc, je présentais deux modèles de physique que vous avez dû voir quand vous étiez plus petit dans des cours de physique pour ceux qui en ont eu.
Le premier, c'est la loi de Kepler. Donc la loi de Kepler, donc je suis vraiment sur des choses très 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 anciennes, hein. Donc encore une fois, on n'est pas là pour inventer des choses très nouvelles. Encore une fois, ce cours, toutes les méthodes que je vais vous présenter, en tout cas dans une première partie, c'est en gros on va arriver à Gauss, à Legendre. Okay. Donc on est vraiment sur des techniques qui ont plus de 200 ans. Okay. Si on a le temps, on commencera à voir arriver des choses un peu plus modernes, en particulier quand on parlera de méthodes de simulation, ce genre de choses. Les GLM sont un peu plus récents. Les GLM, on voit arriver la régression logistique vers 1930. Okay. Mais ça reste quand même il y a presque 100 ans. D'accord. Donc on est vraiment sur des choses qui sont assez anciennes. Je ne vais pas révolutionner la science. Okay. Dans le cours d'ACT 6100, vous aurez des choses un peu plus poussées en termes de modélisation. Des choses plus contemporaines. Mais là, on est vraiment sur des choses qui existent depuis très longtemps. Et en particulier, donc on le voit quand on regarde les travaux de Laplace, par exemple. Donc Laplace avait travaillé justement sur les moindres carrés. Okay, donc vous voyez arriver des choses il y a assez longtemps qui sont liées à tout ce que je vais vous présenter dans ce cours. Mais Kepler nous dit, en tout cas la troisième loi de Kepler, c'est que le carré, la période de révolution est proportionnelle au cube du demi-grand axe de l'orbite. Okay. Donc, d'une manière un peu simple, les planètes tournent non pas de manière circulaire, mais suivant des ellipses. Okay. Donc, Kepler, il y a 400 ans. Okay. Donc, on a des ellipses. Donc, je vous reparlerai un petit peu d'ellipses, parce qu'en fait, les ellipses apparaissent dans les lois normales. Okay. Et les planètes tournent suivant des ellipses. Okay. Donc, le demi-grand axe, c'est donc les ellipses, ce n'est pas des cercles. Okay. Je vous aurais dit un cercle, j'aurais dit que c'est un rayon. Mais là, c'est l'espèce de rayon que vous avez quand vous avez étiré l'ellipse ou votre cercle pour faire une ellipse. Donc, c'est l'espèce de rayon que vous avez dans votre grand diamètre. Et ce qu'il vous dit, c'est que quand vous prenez la période de révolution, donc le temps que met la planète pour faire le tour de son Soleil, okay, et que vous l'élevez à la 2, alors dans ces cas-là, vous avez quelque chose qui doit être proportionnel à ce qui se passerait quand vous prenez le rayon de votre ellipse et que vous l'élevez à la 3. Okay. D'où est-ce qu'il a sorti ça? Alors, on le présente de manière un petit peu étrange. On vous dit, voilà, c'est une loi, c'est une espèce de loi même naturelle, okay, qui est qu'on a une formule de ce type-là. P à la 2 est égal à lambda A à la 3. Okay. Donc la période de révolution à la 2, c'est proportionnel, donc on a ce coefficient de proportionnalité. Et A, c'est donc mon rayon à la 3. Okay. Mais cette formule, elle ne sort pas du chapeau de Kepler, elle n'a pas, j'ai envie de dire, des fondements physiques profonds. Il ne s'est pas dit, c'est peut-être parce que le rayon, il faut que je le mette à la 3 parce que derrière, il y a une histoire de volume, quelque chose comme ça. Non, il a pris des données et il a ajusté un modèle. Okay. Donc ici, je vous les mets les données. Vous pouvez les faire en fait dans le système solaire, essentiellement parce que toutes les planètes tournent autour de la même étoile. Okay. Donc le coefficient de proportionnalité sera le même. Okay. Donc ici, vous avez toutes les périodes de révolution. Okay. Donc en année terrestre, entre guillemets. Okay. Donc la Terre, elle met une année pour faire le tour et pour revenir. Okay. Donc c'est la notion d'année en fait. Et histoire de normaliser, donc la distance de mon rayon de mon ellipse est normalisée à 1. D'accord. Donc, on voit le fait que la Terre est en troisième position et plus je m'éloigne, plus mon rayon augmente. D'accord. Donc, c'est vraiment l'idée de où se placent les planètes par rapport au Soleil. Donc, vous avez ici Mercure qui est à 0,24, Vénus qui est à 0,61, la Terre qui est ici à une distance de 1, okay, Mars à 1,88, etc. Si jamais vous mettez ici votre variable A et ici votre variable P, ben vous voyez que vous avez une relation de la forme P est égal à lambda A puissance 3 sur 2. C'est une carré comme ça. Okay, donc vous avez cette relation qui apparaît ici. Alors comment je peux le faire? Ben, tout simplement, si jamais je prends mon A à la 3 et ma période à la 2, j'ai des points qui sont alignés sur une droite. Donc ça, c'est typiquement un modèle linéaire. Okay, et ce qu'on voit, c'est qu'en plus, on passe très précisément par les points. Okay, donc nous, on aura des modèles qui ne sont pas aussi bons que ça, mais en physique, les modèles sont parfaits, et donc on en déduit des lois physiques qui sont limpides. Okay, c'est qu'on a cette équation-là. Essentiellement parce que quand j'ai obtenu mes points, donc mes petits points, ils sont alignés sur une droite. Alignés sur une droite qui passe par l'origine. D'accord. Donc c'est bien cette écriture-là. Ça, c'est mon Y, ça, c'était mon X. Y égale lambda X, c'est l'équation d'une droite qui passe par 0. Okay, et mon lambda, je peux l'estimer, donc il suffit de trouver la pente qui correspond ici. D'accord. Donc ça, c'est un modèle qui permet, donc on a des données, on suppose qu'on a des choses. Alors, je ne connais pas exactement l'histoire de la loi de Kepler, je sais qu'il l'a construite à partir de données d'observation, okay, mais je ne sais pas comment est-ce qu'il s'est dit, quelle puissance est-ce qu'il faut que je mette.
Est-ce qu'il faut que je mette du A à la 4, de la période à la 5, etc. D'accord? C'est qu'on voit apparaître une notion de 3 demi. Ok. Est-ce qu'il a pris 3 demi parce que c'était les choses les plus simples? Sûrement. Ok. 3 demi, on pourrait aussi dire qu'on pourrait mettre quelque chose comme, je ne sais pas moi, 15 sur 11. Ok, 15 sur 11, c'est sûrement pas très loin, d'accord, mais ça vous fait un modèle beaucoup plus compliqué. D'accord. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a un modèle qui est simple, et je pense que c'est essentiellement ce que recherchait Kepler. Autre exemple, à peu près à la même époque, la loi de Galilée. Donc Galilée, donc c'est des problèmes de chute libre. Okay. Ce que vous dit Galilée, c'est que les distances parcourues par un corps en chute libre sont proportionnelles au carré des temps. Okay. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je prends quelque chose et que je le laisse tomber, okay, dans ces cas-là, il y a un lien entre la distance qui est parcourue par mon objet qui est en chute libre et la durée qu'il a mis pour parcourir tout ça. Et ce que dit Galilée, c'est simple, c'est que la distance, elle doit être proportionnelle au carré du temps. Okay. Donc, nous, on va plutôt l'écrire cette forme-là. Alors, quand vous regardez dans les vieux livres, vous verrez plutôt des notions en termes de ratio. D'accord. Donc, une proportionnalité veut dire que quand vous faites des ratios entre deux observations, donc vous prenez deux distances entre 1 mètre et 2 mètres et le temps que ça a mis pour parcourir les 1 mètre et les 2 mètres, donc le temps T1 et T2, vous avez ce genre de ratio qui vous dit juste qu'ils sont proportionnels. Moi, je vais plutôt travailler sur ce genre de modèle où on a un modèle qui est quadratique. D'accord. Donc, si jamais ici vous mettez le temps, ici vous mettez la hauteur, okay, donc j'ai des données. Voilà, donc qui sont faits dans un cours tout simple de physique au niveau secondaire. D'accord. Donc vous vous amusez à prendre plusieurs hauteurs. Donc vous commencez à 25 cm, 50, 75, et puis vous calculez très exactement le temps. Alors, pour ceux qui l'ont fait, peut-être que vous le faisiez avec un chronomètre. Maintenant, il s'avère qu'on peut le faire assez facilement aussi avec des iPads où vous enregistrez la vidéo, puis vous regardez de manière très précise à quel moment est-ce que ça tombe. Donc vous avez un chronomètre qui va être intégré. Et donc, vous obtenez des points qui sont comme sur cette courbe en haut à droite. D'accord. Donc, vous avez des points. On a envie de faire passer. Alors, vous pouvez vous dire, je peux faire passer une courbe logarithmique. En fait, il s'avère que si vous faites passer une courbe en racine carrée, ça marche très, très bien. D'accord. Donc, si vous faites passer une courbe en racine carrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez la hauteur et le temps à la 2, vous avez des points qui sont alignés sur une droite. Okay. Donc, ça, c'est un modèle linéaire. Alors, on voit apparaître un petit quelque chose ici, qui est le fait que mon modèle n'est peut-être pas parfait. Il n'est peut-être pas parfait parce que c'est des élèves qui ont pris des mesures, il y a peut-être des erreurs. Okay. Donc peut-être que le temps, c'est effectivement proportionnel à la racine carrée de la distance, mais il y a peut-être une petite marge d'erreur. Et ça va être important. C'est ce que nous, on va beaucoup discuter de ça. Il y aura des erreurs qui vont être commises quand on va construire un modèle. Donc les modèles de physique sont peut-être parfaits, entre guillemets. La seule chose, c'est des erreurs de mesure. Okay. Nous, on aura des erreurs qui sont un peu plus profondes. Okay. Essentiellement parce que c'est ce qu'on va appeler de l'hétérogénéité. Les agents ne sont pas les mêmes. Donc quand vous essayez de modéliser les comportements d'agents, il y a peut-être un modèle structurel sous-jacent. Nate Silver avait écrit un livre passionnant qui s'appelait The Signal and the Noise, le signal et le bruit. Il y a le signal de fond et il y a du bruit autour. Donc c'est fondamentalement ça qu'on va observer aussi en sciences humaines, le fait qu'il y a un signal et du bruit. Autre exemple, on fait un bond de plus de 200 ans, on arrive en démographie. Donc vous avez Gumpertz donc, avait proposé ce petit modèle en notant, là aussi sur des données. Donc, ce qu'il avait fait, c'était collecter des données, bien souvent dans des cimetières ou dans des registres paroissiaux. Donc, on observe des dates de naissance, des dates de décès, okay, ce qui vous permet de voir à quel âge meurent les gens. Et ce qu'il observait, c'était qu'il y avait donc, ce qu'il avait appelé une diminution exponentiellement rapide du nombre de vivants avec l'âge. Okay. Donc, si jamais j'essaie de le traduire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité de décès va décroître en une certaine constante, puissance l'âge. Okay. Donc, comment ça peut se traduire? Ça peut se traduire avec les équations que vous connaissez forcément, qui est avec le log du taux de décès, c'est-à-dire que le log du nombre de décès sur le nombre de survivants doit être quelque chose qui est plus que linéaire, qui va être affine. Okay. Donc, je vais avoir une constante plus quelque chose multiplié par l'âge. Okay. Comment est-ce que je l'observe? Tout simplement en disant que je vais prendre l'âge, je vais prendre le log de la probabilité de décès, donc tout simplement le log du nombre de personnes qui sont décédées sur le nombre de personnes en vie. Et ce qu'on observe sur les données, c'est qu'on est presque aligné sur une droite. Okay. Donc c'est vraiment ce qu'avait fait Gumpertz. Donc, Halley avait, alors, il avait un petit peu observé, mais ce n'était pas aussi explicite que chez Gumpertz. Okay. Donc Halley avait collecté des données dans les cimetières. Okay. Donc c'est le petit dessin que je vous montre ici. Donc c'est vraiment les données qu'on observe empiriquement. Donc traduit en termes de modèle d'assurance vie ou de démographie, donc on a le nombre de décès et le nombre de personnes en vie. Si jamais vous regardez, on a très exactement les courbes qui sont observées ici. D'accord. Donc j'ai ici un modèle linéaire. Donc le modèle, si vous regardez attentivement dans les slides et que vous zoomez, vous verrez qu'il y a une courbe
très précises. On a des courbes aujourd'hui qui sont bien meilleures, donc on arrive à capturer des effets non linéaires dans certaines parties. Okay, donc ça, c'est un modèle de démographie, d'accord, et qui marche bien à condition d'avoir suffisamment de données. Donc là, j'ai triché un tout petit peu, je ne suis pas dans les données d'un cimetière, je suis dans des données au niveau national. D'accord. Donc il y a une notion qui est cachée ici, qui est une notion d'exhaustivité et de taille de population. Okay, plus j'ai de données, donc chaque point derrière, c'est plusieurs estimations. C'est pas comme quand vous reprenez l'exemple de Kepler où il avait des données. Alors peut-être qu'il avait bien calculé ses durées moyennes de révolution, mais peut-être que si vous l'observez une fois, deux fois, trois fois, il va falloir faire la moyenne de ces données. Okay. Là, c'est un petit peu ce que nous on fait de manière implicite ici. Donc j'agrège mes données, d'accord. Donc chaque point correspond, en l'occurrence, par exemple ici, à 637 personnes qui sont mortes. Okay. Donc j'ai un estimateur de cette probabilité décès. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec beaucoup de monde, j'ai très peu d'incertitudes. Donc ce modèle marche relativement bien. On refait un bond d'une presque une centaine d'années. On arrive à Galton. Donc, Galton, j'en reparlerai parce que Galton, c'est lui qui a introduit un terme très important qui est le terme de régression. Galton, et personne à peu près à la même époque, personne, vous le connaissez forcément de nom parce que c'est lui qui a inventé la corrélation. Okay, donc la corrélation classique, c'est la corrélation de personnes. Et ils avaient travaillé sur la même chose qui était des problèmes j'allais dire de génétique, mais c'est plutôt de transmission de père en fils. Donc, ce qui est regardé, c'est la taille des parents, donc la taille du père et la taille du fils. Et quand vous regardez ça sur un graphique, donc ici, vous avez la taille du père, la taille du fils, en pouces, okay, on obtient ce nuage de points. Donc, le nuage de points, il n'est pas aussi joli que les courbes qu'on avait auparavant, okay, mais on voit quand même apparaître un petit quelque chose. C'est la courbe qui va apparaître ici. Okay, donc, la courbe de régression, c'est ce que nous, on va essayer de faire. C'est cette courbe qui nous dit que peut-être que la taille du fils, c'est un modèle linéaire, alpha plus bêta fois la taille du père, mais on voit qu'il y aura des erreurs. C'est-à-dire que mon modèle, il va me placer plutôt par ici, mais je peux parfaitement tomber assez loin. Okay, donc ça, c'est la grande différence entre les sciences physiques et ce que nous on fera, qui sont que les modèles qu'on va construire, ils seront entachés de beaucoup d'erreurs. Et ce n'est pas des erreurs de mesure. Okay, ce n'est pas des erreurs de mesure, c'est des erreurs qui viennent essentiellement d'autres choses que je n'arrive pas à capturer. Ça vient d'autre chose que la taille du père. Ça vient peut-être de la profession. Okay, est-ce que ça peut venir de leur nutrition? Ça peut venir de la taille de la mer, probablement. Okay, donc il y a quelque chose qui se cache dans ce epsilon qui est beaucoup plus sournois qu'une erreur de mesure. Mais on voit que le modèle que je pourrais construire, donc c'est ça qu'on va appeler un modèle, ici ce sera un modèle linéaire, c'est de dire la grandeur qui m'intéresse, ce sera notre modèle, plus une erreur. Et les discussions qu'avaient Galton et Pearson, en particulier, c'est ce qu'avait observé Galton, c'est qu'en regardant la pente qui se trouve ici, la pente, c'est mon bêta. Okay, ce qu'avait observé Galton, c'est que bêta, il était plus petit que 1, strictement plus petit que 1. Si jamais j'avais une courbe avec alpha égale 0, bêta égale 1, c'est la courbe en pointillé que j'aurais ici. D'accord, donc cette courbe-là, on voit qu'elle n'est pas bonne. Ce que ça veut dire, et c'est comme ça en tout cas l'interprété Galton, c'est qu'il y avait une régression vers la moyenne. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais quelqu'un a des parents qui sont grands, okay, donc par exemple par ici, donc le père est grand, dans ces cas-là, où est-ce que j'espère trouver le fils? Le fils sera probablement grand, mais pas aussi grand que son père. Le père, il est là, le fils, il est par là. Pareil pour les petits. Si jamais quelqu'un est petit, où est-ce que je dois espérer trouver le fils? Le fils, il va se trouver par ici. Il va être petit, relativement aux autres, mais pas aussi petit que son fils. D'accord? Donc, on a des notions de transmission intergénérationnelle, mais pas parfaite. D'accord? Pas parfaite dans le sens où c'est pas parce que quelqu'un est petit que son fils sera petit. C'est pas parce que quelqu'un est grand que son fils sera grand. Il sera sûrement plus grand que la moyenne, d'accord, mais sûrement moins grand que son père si jamais son père était grand. D'accord? Donc c'est cette notion de régression qu'avait utilisé Galton. Donc c'était dans une notion d'eugénisme, ok. Et en l'occurrence, c'était pas dans le contexte de la taille, je crois, c'était plutôt sur les notions de quotient intellectuel, en disant les enfants de personnes intelligentes sont sûrement intelligentes, mais peut-être moins que leurs parents. Okay. Donc il y a cette notion de régression vers la moyenne qui pour Galton était détestable. Okay. D'où le terme un peu négatif qui est utilisé pour décrire ce qu'on construit. Okay. Ce qu'on fait, c'est des modèles. Donc j'insiste sur le mot, c'est qu'on a ce modèle qui va me dire, si jamais vous me donnez ce qu'on va appeler un input, donc qui est la variable qui apparaît souvent sur l'axe des x, okay, je vais pouvoir le faire passer dans mon modèle, qui ne sera pas une boîte noire ici, je sais exactement ce que c'est un modèle linéaire, et ça me donnera une prévision de la taille du fils. D'accord? Donc c'est vraiment ça qu'on essaie de faire ici. Si on va aller un peu plus loin, on voit arriver ces discussions sur les modèles dans tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle.
D'accord? Donc ça, c'est plus ce qui est abordé dans le cours ACT 6100. OK? Euh, on va construire dans le cours ACT 6100 des modèles qui sont plus compliqués, ce qu'on appellera des boîtes noires, qui vont nous donner des sorties. Donc un exemple classique, ça va être, je prends deux exemples qui sont évoqués ici. Le premier, c'est des exemples de classifieurs de lettres, ok, ou de chiffres. En l'occurrence, je vais lui donner un chiffre, je vais écrire quelque chose. Ok. Donc par exemple, ici, je vous ai écrit un nombre. Ok. Si jamais vous regardez attentivement, vous devez voir un 3. En tout cas, si jamais je vous dis que c'est un chiffre, vous devriez vous dire, il y a des fortes chances pour que ce soit un 3. Pour ceux qui suivent le cours ACT 6100, et je me demande d'ailleurs si je ne le fais pas dans une série de slides dans ce cours-là, je peux vous montrer aussi qu'on peut apprendre à une machine à reconnaître un 3, essentiellement parce qu'il y aura des données. Donc la machine, elle a des données qui vont permettre de construire un modèle. Ce qu'on verra, c'est que les 3, ça ressemble essentiellement à ça, et ce qu'on voit, c'est que ce truc-là, il ressemble de manière assez forte aussi à ces objets qu'on avait appelés des 3. D'accord? Donc à partir de là, l'algorithme va reconnaître un 3 essentiellement parce que ça va reconnaître à des données que lui habituellement classées comme étant des 3. D'accord? Mais les modèles qui vont être construits en intelligence artificielle sont des modèles très boîte noire pour lesquels je ne sais pas pourquoi il prédit un 3. Okay? C'est en particulier vrai sur d'autres exemples qui sont les données d'images. Quand vous rentrez des images, par exemple pour ceux qui sont sur Instagram, quand vous uploadez une photo sur Instagram, il va vous mettre des tags. Donc il va vous dire, je pense que sur cette image, il y a une montagne, il y a une forêt, il y a un soleil. Il y a éventuellement deux personnages. Okay? Donc il arrive à les identifier. Comment il le fait? C'est simple, c'est que on peut construire des modèles qui vont nous prédire, en particulier ici, je vous mets des photos de chats et de chiens. On peut construire des modèles qui vous diront, vous entrez une image, est-ce que c'est un chien ou est-ce que c'est un chat? La grande différence avec les modèles que moi je vais vous faire, c'est que c'est des modèles qu'on comprend parfaitement. Les modèles linéaires sont très simples. Okay, je vais juste vous dire d'aller chercher des composantes XY. Donc pour des images, c'est de donner dans une matrice ou dans ce détenseur quand on est sur des images de couleurs. Okay. Et donc, je vais pouvoir vous faire une prévision. Okay. Donc c'est vraiment ça la distinction entre les modèles linéaires et l'IA, ça va être ça. Avant de conclure, donc je vais juste parler d'un autre domaine où vous voyez apparaître les notions de modèles, c'est les modèles climatiques. Donc pour ceux qui suivent un petit peu les débats sur le réchauffement climatique, vous savez qu'on parle toujours de modèles, les modèles du GIEC et ce genre de choses. Les modèles, encore une fois, c'est donné dans tous les modèles, dans toutes les descriptions des modèles. C'est vraiment l'idée de traduire en langage mathématique des phénomènes de la nature. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Et pour que ça marche, et c'est ça les grandes discussions qu'il y a sur les modèles climatiques, c'est le fait que les modèles, ils sont de plus en plus complexes. Okay, donc, on a toujours besoin de simplifier. Okay, on simplifie la réalité. Okay, essentiellement parce que le but est d'avoir quelque chose qui soit ce qu'on appellera généralisable. D'accord, et ça va être important. D'accord, donc moi, ce que je vais vous faire, c'est construire des modèles simples, okay, qui ne marcheront pas très très bien, mais qui seront en tout cas une première étape. Et je reviens sur un article qui était passionnant sur l'histoire des modèles climatiques, qui disait, donc c'était en 96, que c'était sûrement très très bien de ne pas avoir des super ordinateurs au début. Essentiellement parce que si jamais vous avez des super ordinateurs, vous êtes tenté de faire comme on faisait juste auparavant. Vous êtes tenté de faire de l'IA et de dire, je vais classer un chat et un chien, il va me donner quelque chose et je serai très content. Nous, on est dans une étape préliminaire qui consiste à se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un modèle. Donc, on va construire des modèles très simples qui permettront probablement de mieux comprendre ce qui se passe. Donc, quand j'essaierai de comprendre le prix des logements dans une ville, on fera des modèles très simples, mais on comprendra ce qui se passe. Okay, si vous voulez faire des modèles meilleurs, faites du random forest, faites des réseaux de neurones, okay, mais vous ne comprendrez pas ce qui se passe. Là, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est des modèles qu'on comprend et qu'on maîtrise. Okay, donc, c'est vraiment ça la différence entre les deux cours, STT 5100 et le ACT 6100. Okay, on est vraiment dans l'idée de construire des modèles compréhensibles. Okay, un point dont on discutera longuement, c'est cette histoire de parcimonie. Donc la notion de parcimonie, on appelle ça aussi le rasoir d'Occam. Okay, le principe de parcimonie, c'est que on ne veut pas juste un bon modèle, on veut un bon modèle mais qui soit simple. Okay, ce que disait Guillaume d'Occam, c'est que entre deux explications, avec le même niveau de prédiction, choisissez toujours le modèle le plus simple. Le modèle le plus simple, c'est celui qui sera généralement le meilleur. Je vous ai illustré ça par ce petit graphique ici, où je vous donne une série de points, okay, et je vous demande quel est le meilleur modèle pour expliquer ou pour faire de la prévision par la suite. Okay, j'ai observé les points qui sont visiblement alignés sur une droite. Okay, est-ce que je retiens mon modèle linéaire ou est-ce que je prends ce modèle rouge, qui est ce modèle qui certes est parfait, il est aussi bon que l'autre, mais simplement il y en a un qui est peut-être un peu plus compliqué. Okay, donc c'est vraiment cette idée, ce qu'on appellera de l'overfit, des modèles de surapprentissage. Okay, nous, on veut des modèles simples.
D'accord? Donc il y a vraiment deux notions importantes. Je veux un bon modèle et je veux aussi un modèle simple. D'accord? Donc c'est vraiment ces deux principes qu'on va essayer de mettre ensemble quand on essaiera de construire des modèles. OK? Donc, juste avant de conclure, donc, j'avais évoqué l'histoire de la causalité. On ne parlera pas trop de causalité. Ce qu'on veut, c'est juste décrire. Je vais reprendre un autre exemple un peu dans la philosophie de ce que je faisais avec Kepler. Donc Kepler avait énoncé des lois. Moi, je vais énoncer une loi. Voilà, la loi de Charpentier 2020 que j'ai énoncée pour ce cours-là, qui dit le nombre de cyclistes sur les routes augmente proportionnellement à la température. Okay. Quand vous avez le nombre de cyclistes sur les routes, bah, ça va être quelque chose qui est linéaire en fonction de la température. D'où je sors cette loi. Comme Kepler, j'ai des données. Okay. J'ai observé des données de température. Donc tous les jours, dans une ville, de mémoire c'est Stockholm, j'ai la température et j'ai le nombre de cyclistes. Et ben, ce qu'on peut voir, c'est que, en tout cas, quand les températures sont au-dessus de zéro, le modèle linéaire, il n'est pas si mauvais que ça. D'accord? Donc voilà, moi je vous ai fait une loi, et c'est ce qu'on va faire dans le cours. On va passer notre temps à énoncer des lois. Alors des lois peut-être de portée un peu moins générale que celle de Kepler, puis ça ne mériterait peut-être pas qu'on écrive des livres là-dessus, mais moi je vais passer mon temps à vous énoncer les lois. Je vous dirai, le prix d'un logement à Boston, bah, c'est peut-être quelque chose qui va être croissant avec la taille de la maison. Okay, puis peut-être que je vous trouverai même le coefficient de proportionnalité, ou c'est peut-être la racine carrée de la taille de la maison, ou c'est peut-être le logarithme de la taille de la maison. Okay. Donc je n'ai pas encore réfléchi à ma loi, mais je pense que je peux vous trouver une loi. Okay. Forcément, on va faire des erreurs. Les erreurs, c'est le fait que bah, des fois je suis un peu au-dessous, des fois je suis un peu en dessous. Okay. Le point de ce slide, c'est de vous dire, est-ce que ma loi, je l'énonce dans le bon sens? Est-ce que la loi, elle ne devrait pas être dans l'autre sens et de se dire, la température, elle augmente proportionnellement au nombre de cyclistes sur les routes? D'un point de vue mathématique, c'est la même chose. Okay. Énoncer cette loi-là ou énoncer cette loi-là, c'est la même chose. Sauf que d'un point de vue cognitif, je ne raconte pas du tout la même histoire. Dans un cas, je vous dis le nombre de cyclistes, il est fonction de la température. Dans l'autre cas, je vous dis la température, elle est fonction du nombre de cyclistes. Je ne pense pas qu'en augmentant le nombre de cyclistes sur les routes, on provoque le réchauffement climatique. Okay, c'est ce que je dis avec ma deuxième équation. D'accord. Donc je ne vous dis pas lequel cause lequel. Nous, ce qu'on va se contenter de faire, c'est de construire des modèles. Okay, donc on va essentiellement faire passer des droites par des nuages de points. Okay, le cours de modèle de régression, ça va être ça. Derrière, on pourra l'utiliser pour construire des modèles causaux. D'accord. Mais dans un premier temps, ce qu'on va se contenter de faire, c'est construire ces modèles qui décrivent au mieux une réalité. Okay, donc ce que je veux dire par un modèle linéaire, c'est qu'on va chercher des formes algébriques. Okay, d'où l'importance de faire de l'algèbre linéaire, je pense, où on va essayer de dire que, par exemple, le poids d'une personne, okay, ben, ça va sûrement être lié à sa taille, ça peut être lié à son genre, okay, donc les hommes sont sûrement plus grands que les femmes, et les erreurs, ben, c'est la partie que j'arrive pas à expliquer. Okay, donc de manière générale, les modèles linéaires qu'on va construire, ça va être ça. Okay, je vais les construire à partir de données. Les données, ça va être mes observations de poids, de taille, de genre de personnes. Donc peut-être que je vais demander à des classes entières de me donner leur poids, leur taille et leur genre. Ça me permet de construire un modèle. Donc le construire, ça veut dire donner sa forme, mais surtout d'estimer les paramètres qui sont inconnus. Ici, bêta, il est inconnu. Epsilon, il est inconnu. Epsilon, je ne peux pas essayer de le comprendre. C'est vraiment quelque chose de résiduel que je ne pourrais pas expliquer. Par contre, le bêta m'intéresse beaucoup. Okay, donc le modèle m'intéresse énormément et c'est lui que je vais essayer d'estimer. Donc on voit apparaître la notion de stat. D'accord. Donc j'ai besoin d'avoir un estimateur de cette grandeur-là. Okay, et donc on a quelque chose qui va être linéaire en fonction de variables. Et c'est ça les modèles linéaires. Okay, et un point dont on ne parlera pas, c'est la notion temporelle. Donc je vous évoque ici des modèles qui datent là aussi d'il y a presque une centaine d'années. Et là encore, c'est dans un contexte actuel, c'est l'histoire du Covid. Okay, donc on a les premiers modèles, les modèles de type SIR, vous avez forcément entendu parler de ça, qui sont des modèles pour modéliser la dynamique des populations de personnes infectées dans une population. Donc comment est-ce qu'on fait? C'est simple, on va prendre à différentes dates des observations, donc à la fois du nombre de personnes qui sont susceptibles, c'est-à-dire les personnes qui sont saines, des personnes qui sont malades, qui sont infectées et qui sont contagieuses, et les personnes qui ne sont plus malades mais qui ont été infectées. Okay, donc je peux observer des données, par exemple ici, de personnes qui ont été contaminées et qui ne le sont plus. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des dynamiques peut-être de ce type-là. Donc c'est ce qu'on a observé dernièrement sur le Covid, ça monte puis ça descend, le nombre de personnes contaminées. Okay, on peut décrire ça par des systèmes d'équations différentielles. Okay, donc là, on voit apparaître une notion de dynamique. Moi, je ne parlerai pas de modèle dynamique dans ce cours, je suis vraiment sur des données individuelles. Okay, mais ce genre de modèle, c'est des modèles plus complexes qui peuvent arriver, qu'on pourrait voir arriver en finance ou ce genre de choses. Nous, on va mettre ça de côté, mais ce genre de choses rentre dans la catégorie des modèles. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ma discussion de ce que c'est que des modèles. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est construire ces modèles linéaires sur des vraies données, sur des vrais problèmes. Ok, on se retrouve très bientôt pour une discussion, cette fois-ci sur R.